J'ai parti le son. Je fais plein de rats. C'est pas une bonne idée de boire de l'eau pétillante pendant que je fais ça. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches! Je fais semblant que j'ai du gear. Là, j'ai un micro, j'ai la caméra. It's on, motherfucker. Ça roule. J'ai pas parti la brassée de lavage parce que ce que j'ai à parler ce matin, c'est sérieux. It's serious, bitches. Parce que je me suis rendu compte... Mais en fait, mon plan, c'est de faire un petit récapitulatif en moins d'une demi-heure. Donc, it's on. De mes parents. Parce que mon complexe PTSD, c'est mon enfance avec mes parents, c'est les petits traumas quotidiens qui sont comme ordinaires. Puis je veux juste faire une prémisse avant de dire c'est mon interprétation parce que c'est assez épeurant faire ça sur les internets. Mes parents existent pour de vrai. Il y a des personnes qui les aiment. Il y a des personnes, il y a mes parents, puis il y a la femme qui était comme l'ancienne blonde de mon père qui m'a élevée en partie, qui est ma personne préférée dans le monde, qui est mon seul parent adéquat-ish, mais il y a aussi des choses à dire sur elle. Je veux pas blesser personne, je veux pas... C'est dur de faire ça parce que c'est comme... Ce qui était ordinaire dans mon trauma, c'est le fait que tout ça est invisible pour les autres. C'est des choses que moi, j'ai vécues tout seul de mon bord avec mes parents. Beaucoup de manipulation, beaucoup de... En tout cas, je vais en parler. Je vais essayer d'y aller concrètement avec des exemples concrets parce que des fois, j'ai l'impression que les gens disent genre « at large », cette personne-là était manipulatrice, mais pas exactement concrètement c'est quoi la manipulation qu'elle a suivie. Je vais essayer d'aller du mieux que je peux dans le plus concret possible, le plus détaillé, pour qu'on soit au parfum. Puis c'est ça, c'est très malaisant de faire ça, parce que j'ai peur que mes parents tombent dessus, parce que j'ai peur que les membres de ma famille, des oncles, des tantes, whatever, tombent là-dessus puis soient comme non, c'est pas comme ça que je l'ai vécu, parce que toute ma vie, je me suis fait dire par les gens qui étaient alentour de moi, ta perception est erronée, t'as pas raison de le voir comme ça, tes parents ils te veulent pas de mal, c'est ton interprétation, c'est pas vraiment ça qu'ils ont voulu dire. Tu sais, dans les situations concrètement, c'était toujours c'est toi qui vois ça de même, je comprends pas pourquoi tu veux toujours l'interpréter négativement, blablabla. Je me faisais beaucoup dire par les gens alentour. Puis même ma première thérapeute que j'étais allée voir, quand j'ai tout comme déballé un peu par morceaux, parce que c'est long avant d'arriver à mettre sur table puis de vraiment dire voici concrètement c'est quoi genre mes traumas, ou voici concrètement c'est quoi les événements qui m'ont marqué, ou parce que c'est beaucoup genre dans l'attitude de mes parents, c'est beaucoup dans la personne qu'ils étaient, puis qu'est-ce qu'ils faisaient psychologiquement, puis comment que ça me faisait sentir. Fait que tout ça est très difficile à mettre en mots. Ça m'a pris vraiment des années. Puis avec mon ancienne psy, c'était beaucoup dans le quotidien de mon père m'a écrit ça, là j'ai répondu ça, là il m'a dit ça. T'sais, c'était beaucoup là-dedans que ça se racontait les affaires. Puis elle me disait souvent non mais tes parents étaient inadéquats, mais ils te voulaient pas de mal. Puis c'est un peu ton interprétation. Ça m'a fait beaucoup de dommages. Parce que c'est ça, un peu, je suis allée la voir au début pour qu'elle puisse me confirmer que il me voulait du mal, ou c'est comme si c'était toujours une recherche d'avoir quelqu'un avec autorité, donc un thérapeute ou genre peut-être des parents de mes amis ou whatever qui venaient confirmer que j'étais pas folle. Parce que tout ça me faisait sentir vraiment très folle. Parce que à chaque fois que j'exprimais directement à mes parents qu'est-ce que j'avais à leur reprocher, ça me revenait en pleine face comme « t'es trop sensible, tu comprends rien, de toute façon, t'aimes tellement le drama, t'es tout le temps en train de causer du drama, t'es une drama queen,
Ma mère, elle a passé sa vie à dire « Ma fille, c'est une comédienne, elle est tellement dramatique, elle est toujours en train de faire du drama. » Puis c'était très gaslighting, là, c'était très... Tu sais, je le sais que les psychologues, tout le monde dit genre « Ok, faut pas utiliser ce terme-là parce que c'est mal utilisé, c'est... » Tu sais, puis tout ce qui est du domaine du narcissisme, puis tout ça, sauf que concrètement, là, je pense que c'est ça que j'ai subi. Mais après ça, c'est une interprétation. Puis, tu sais, ma mère a été diagnostiquée 2 fois avec le trouble de personnalité limite, borderline. Mais, puis c'est dans le même cluster, c'est dans la même catégorie de famille de troubles de personnalité que le narcissisme. Fait qu'il y avait vraiment des trucs qui étaient comme qui se recoupaient probablement. C'est mon interprétation. Évidemment que c'est mon interprétation, mais j'ai comme un besoin de le dire concrètement parce que c'était très isolant. C'était très isolant comme enfance. Bon, je vais commencer par ma mère. Un des traumas qui m'a le plus impacté, c'est le fait qu'on déménageait tout le temps. J'ai fait mon primaire en 7 écoles différentes. On a habité à Mont-Roland, à Sainte-Adèle, à Sainte-Marguerite, à Laval, à Montréal. Donc, c'était comme des quartiers vraiment différents. On changeait beaucoup de place, puis c'était toujours... elle gardait ses chums qu'elle se faisait maximum 3 ans. Puis là, c'était genre, elle se faisait un nouveau chum, on allait habiter avec le chum. Après ça, elle laissait le chum. Là, on devait déménager. Puis là, on déménageait plus loin, de plus en plus loin, parce qu'il fallait s'éloigner de genre... C'était comme une espèce de fuite en avant, là. C'était comme... Puis ça m'a extrêmement impactée parce que j'avais pas de repères, j'avais pas de sécurité. Puis j'étais très jeune, j'étais au primaire. Puis là, c'était comme à toutes les rentrée scolaire, d'aller dans une nouvelle école, devoir me faire des amis, puis là après ça j'avais des gangs, puis là je me faisais rejeter par des gangs parce que c'est ça un peu d'être la nouvelle dans l'école, une école où est-ce que tout le monde se connaît depuis tout le temps, puis là t'es la nouvelle, puis là au début t'es de shiny new toys, puis là tout le monde veut être ton ami, puis là après ça les gens ils se rendent compte que t'es peut-être pas comme ils pensaient que t'étais, ou là ça commence à faire des problèmes, fait que là je me faisais rejeter, fait que ça c'était extrêmement traumatique, puis extrêmement traumatique que ma mère était comme dans l'incapacité émotionnellement de genre réagir autre que par la fuite. Fait que je me sentais, même au primaire, extrêmement responsable de tout ce qui était la dimension émotionnelle de ma mère, de s'assurer que, parce que j'avais trop peur de tout perdre. Puis là, à un moment donné, on est allé habiter dans une grosse maison à 3 étages. Ça s'accompagnait des jobs différents. Fait que le salaire de ma mère variait vraiment beaucoup. Fait qu'on avait des périodes de vaches maigres, extrêmement maigres, où est-ce qu'on habitait un moment donné dans un appartement. Il y avait un champignon long même qui sortait à côté du lavabo de la salle de bain. À un moment donné, on habitait dans une maison à 3 étages où est-ce que j'avais un bain tourbillon dans ma chambre. Puis me faire déraciner de cette maison-là parce que non seulement c'était une grosse maison, c'était spectaculaire, c'était dans un country club, on avait accès à une piscine pour le country club, fait que moi j'adorais me baigner quand j'étais jeune, tout ça. Puis quand on a emménagé là, c'était parce que ma mère s'était fait un chum, puis ce gars-là avait une fille et un chien, puis là j'avais comme la famille, oh mon Dieu je vais pleurer, j'avais genre la famille que je voulais tout le temps avoir, puis je pensais vraiment que on allait avoir la sécurité, puis ma mère était toujours dans un discours de là ça va bien aller, là on est arrivé à la bonne place, là on va être bien ici, nanana. Puis comme 1 an et demi après, elle a laissé ce chum-là parce que la raison qu'elle m'a donnée, c'est qu'il achetait trop de fromage brie. Et on a déménagé. Non, en fait, lui a déménagé, fait que là, j'ai perdu genre ma soeur, parce que moi, après 1 minute qu'on habitait ensemble, j'étais comme, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon chien, c'est ma famille, j'étais en 3e année environ. Puis ça a été vraiment un événement qui a tout bousculé, parce qu'après ça, c'était genre, j'étais tout le temps seule dans cette maison-là. Je revenais de l'école avec ma petite clé, puis là, je rentrais dans la grosse maison immense. J'étais terrorisée, je gardais mes bottes puis mon manteau. Je m'assoyais devant la télé, j'ouvrais la télé, puis j'écoutais les Simpsons, genre. Puis là, j'attendais que ma mère elle appelle. J'étais terrorisée. Après, elle s'est fait un autre chum qui était très jeune. Puis là, après, quand finalement ce chum-là, paraît-il, allait voir des danseuses, puis là, ma mère, elle l'a laissé, puis on a déménagé à Sainte-Marguerite, puis après ça, on a déménagé à Laval. Puis Laval, ça a été comme un espèce de choc monumental, parce qu'à Laval, on a déménagé dans un bloc appartement en béton, on était comme dans un genre de
3 ans et demi, minuscule. On partait d'une grosse maison, on est allé dans une petite maison, après ça, on est allé dans un appartement. Puis là, Laval, c'était complètement différent de mon enfance dans les Laurentides, parce que là, c'était comme la ville, puis là, c'était comme, j'étais arrivée et ma mère m'a inscrit au bain linguistique. Fait qu'en plus de tout ça, je faisais 6 mois où est-ce que j'apprenais l'anglais, puis 6 mois où est-ce que je faisais les autres matières. Fait que le scolaire était comme difficile un peu en plus. Puis c'est gênant de parler en anglais quand t'es jeune, puis là, il fallait qu'on s'exprime qu'en anglais, puis tout ça. Fait que tout ça, ça a été vraiment, c'était très, très difficile. Fait que là, ça, c'est genre le fait que ma mère était instable. Aussi, il y avait des choses par rapport à ma sécurité physique où est-ce que la première fois que j'ai vécu un abus sexuel, c'était dans un party que on habitait à Laval à l'époque, fait que j'étais genre en 6e année, secondaire 1. Puis là, ma mère, elle avait décidé qu'elle voulait retourner voir ses amis des Laurentides. Puis là, fait que là, elle voulait aller dans un party, mais elle voulait pas que je sois là. Fait que là, elle m'a imposé d'aller dans un party avec mes anciennes amies, qui étaient pas vraiment mes amies, qui avaient jamais été mes amies, qui étaient comme des enfants de ses amies à elle, en tout cas, qui ont fait un party. Il y avait un gars plus vieux, bon, puis là, j'ai été abusée par ce gars-là dans ce party-là, parce qu'il y avait beaucoup d'alcool. Puis là, je voulais me faire des amis, je voulais pas être gênée. Fait que là, j'ai bu vraiment beaucoup d'alcool, puis j'ai perdu le câble, j'ai fait un blackout. Puis tout ce que je me rappelle, c'est qu'il me traînait dans les roches, puis il m'a amené dans une tente, tout ça. Puis c'est ma mère qui m'a conduit à ce party-là, c'est ma mère qui m'a imposé d'y aller, même si je voulais pas y aller. Ma mère qui est allée me chercher. Puis quand j'ai raconté par après, comme une année après, je pleurais, puis elle était comme, qu'est-ce que t'as? Puis là, j'ai voulu y raconter que c'est ça qui s'était passé à ce moment-là. Parce que ça m'a pris du temps vraiment à comprendre que c'était un abus sexuel, parce que moi, je pensais que c'était juste genre, j'ai été déviergée. Mais je comprenais pas que c'était un abus sexuel. Puis là, je pleurais, puis là, j'ai raconté, puis là, elle a dit « Moi aussi, j'ai été abusée sexuellement quand j'étais jeune », puis là, elle s'est mise à pleurer, puis ça a fini que c'était moi qui la rassurais, puis qui la rassurait, genre, finalement. Puis des années après, elle m'a ramenée dans les Laurentides pour qu'elle aille voir ses amis des Laurentides. Puis il y avait un adulte qui était là, qui arrêtait pas de dire dans le party « Ah, tu te rappelles-tu la dernière fois que je t'ai vue, t'étais vraiment saoule, que j'avais 11 ans, puis c'était super humiliant pour moi parce que j'étais comme, j'ai été abusée sexuellement à cette partie-là. Là, t'arrêtes pas de dire que j'arrêtais pas d'être seule. Je voulais vraiment m'en aller, puis ma mère, elle a tellement vu cette soirée-là qu'on a dû rester à cette partie-là, puis c'était comme extrêmement, extrêmement traumatique pour moi, là, parce que je me sentais vraiment, vraiment humiliée, puis je sentais que, genre, cet adulte-là était en train de encore plus dire à tout le monde que c'était de ma faute, parce que c'était comme, c'était tellement drôle, t'étais tellement seule. J'avais 11 ans. Fait que ça, c'est l'instabilité. Ensuite de ça, ma mère était extrêmement, extrêmement envahissante. Elle lisait tous mes journaux intimes. Elle fouillait constamment ma chambre. Elle essayait tout le temps d'être amie avec mes amis, puis d'avoir les petits potins, puis de « Ah oui, tu sais, qu'est-ce qu'elle a dit elle, puis qu'est-ce qu'elle a fait elle. » Puis après ça, quand j'étais super fusionnelle avec des amis, parce que mon principe, genre, un peu de résilience, c'est que je me faisais adopter par les parents de mes amis, puis là, j'allais genre juste habiter chez ses amis. Surtout au secondaire. Au secondaire, c'était genre, OK, je vais juste m'accrocher à une amie. Puis là, si elle avait comme une famille un peu adéquate, j'étais juste comme, je vais me faire adopter par tes parents, puis je vais juste jamais retourner chez ma mère. Genre, je vais plus retourner chez nous. Puis là, ma mère, elle était super envahissante. Elle parlait constamment contre ces amis-là, parce qu'évidemment, j'étais arrachée à elle. Là. J'étais plus le centre de son univers. J'étais plus en train de l'aider. J'étais plus en train... Parce que c'est ça, avec mes 2 parents, c'était... Moi, je devais être leur source de réconfort. Moi, je devais répondre à leurs besoins. Moi, je devais m'occuper d'eux. Moi, tu sais, des choses comme... Tous les adultes que j'ai rencontrés toute ma vie disaient « Ah, t'es tellement mature. » Mais ça, c'est genre un symptôme d'être parentifié. Donc, c'est-à-dire que j'étais le parent de mes parents. Au primaire, j'ai déjà chicané ma mère dans un magasin parce qu'elle voulait m'acheter un sac à dos en cuir à 110 $. Je la chicanais dans le magasin en lui disant « On n'a pas l'argent, je m'en fous. » Tu sais, moi, je voulais un sac à dos de Barbie, là, genre à 5$, là, parce que c'était dans les années genre 90. Mais comme... Puis elle voulait m'acheter genre le sac en cuir. Des petites choses comme ça. Là, j'essaie de donner des exemples concrets pour exprimer ça. Puis toutes ces affaires-là, quand tu racontes un exemple de ça, les gens sont comme « Ouais, ok, je comprends pas pourquoi tu dis que tes parents, c'était pas des bons parents ou whatever, mais c'est l'ensemble de tout ça, tu sais, tout ça ensemble faisait que c'était invivable. Fait que
Mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an et demi. Mon père a rencontré ce qui était sa blonde qui m'a élevée quand j'avais 3 ans et demi. Fait que là, je vais juste donner genre... Fait que j'habitais tout seul avec ma mère. Mon père, il a toujours habité à la même place. Il n'a jamais habité avec sa blonde. Il avait toujours son atelier à lui parce qu'il est peintre, puis il mettait de la peinture partout, tout ça. Fait qu'il avait toujours son atelier à lui. Fait que ça, c'était la partie envahissante. Après ça, il y a la partie où est-ce que, à chaque fois que je lui disais quelque chose qu'elle faisait, genre, elle parlait constamment de mon poids, ma mère. Elle me disait toujours que j'avais l'air grosse, que toujours dans une forme de contrôle où est-ce qu'elle voulait que je m'habille d'une certaine façon. Puis au lieu de dire, je préférais que tu t'habilles comme ça, mais c'est ton choix, tu sais, surtout en plus au secondaire, un moment donné, tu t'habilles comme tu veux. Mais elle allait être vraiment, vraiment méchante et mesquine et me dire, habillée de même, t'as l'air grosse, blablabla, toutes des affaires qui me faisaient pleurer. Puis après ça, elle allait dire, j'ai jamais dit ça, c'est toi qui parles tout le temps de ton poids. C'est toute l'affaire du poids, elle a toujours dit, c'est toi qui avais un problème avec ton poids, c'est toi qui en parles tout le temps, c'est toi qui... Quand c'était elle qui faisait ça. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de projections. Elle me répétait constamment que j'étais égoïste, que j'étais narcissique, que j'étais le centre de l'univers, que je me prenais pour la reine d'Angleterre, que je montrais tout le temps mon gros cul à tout le monde, que parce que, par exemple, j'étais en pyjama, une journée, je me reposais, j'étais en pyjama, puis j'avais des mini shorts parce que c'était les années 2000, puis c'est ça qu'on portait. Puis elle était comme, tu montres ton gros cul à tout le monde quand on était les deux seuls dans la maison. Elle disait que je m'habillais comme une pute, elle disait que toujours par rapport à la sexualité, toujours par rapport à mon apparence, toujours par rapport à le fait que j'étais grosse, que je savais pas me maquiller, que je savais pas me coiffer, que je savais pas faire du ménage, beaucoup de t'es cochonne, t'es dégueulasse, comment tu manges, tu vas jamais te trouver un chum parce que tu manges dégueulasse. Puis à chaque fois je disais arrête de me dire ça, ça me fait de la peine. C'était toujours j'ai jamais dit ça, t'as inventé ça, puis elle me regardait comme si j'étais folle, puis que j'inventais des choses, jusqu'à temps qu'à un moment donné, une tante à moi était là, dans un de ces moments-là, puis que cette tante-là a fait « Tu viens de lui dire ça, j'étais là, t'as dit cette phrase. » Puis là, elle a dit exactement la phrase qu'elle venait de dire. Puis là, c'est la seule fois où moi, j'ai fait comme « Ok, je suis peut-être pas folle. » Parce que j'ai toujours pensé que j'étais folle. J'étais comme « Est-ce que j'invente ça? Est-ce que c'est mon interprétation? Est-ce que c'est... » Parce que pour moi, dire « t'as l'air grosse », après ça, je lui disais « tu me dis que je suis grosse ». Puis elle disait « j'ai jamais dit que t'étais grosse, mais t'as l'air grosse, c'est une façon de dire t'es grosse ». Extrêmement contrôlante, à chaque fois qu'on allait magasiner, elle manipulait beaucoup en me disant on va aller magasiner, beaucoup par rapport à l'argent. Quand elle avait beaucoup d'argent, c'était genre viens avec moi, on va aller magasiner. Puis là, j'étais full contente parce qu'on va t'acheter du linge, Sauf que je finissais toujours les séances de magasinage en pleurant, humiliée parce qu'elle avait été super critique, super méchante devant les vendeuses, tout le temps prendre les vendeuses à partie. Ah, regarde là, qu'est-ce qu'elle fait, elle est tellement dramatique ma fille, puis rire avec la vendeuse un peu de moi qui pleurait dans la cabine parce qu'elle m'avait dit tu peux pas porter ça, t'as l'air grosse, t'as l'air d'une pute, mais jamais devant les gens, toujours quand la vendeuse était partie. Puis là, quand la vendeuse revenait, elle était comme regarde ma fille, là, c'est tellement un gros bébé là, elle est toujours en train de pleurer. En tout cas, moi je viens ici pour y acheter du linge, puis là, elle pleure, puis je sais pas quoi faire, puis toujours se positionner en victime. Bon, ma mère, c'est la victime. Toujours, tout le monde, toute sa vie a toujours été violent avec elle, toujours pas gentil avec elle. Elle est toujours gentille, elle veut toujours aider les autres, elle fait toujours son possible. Tout le monde est toujours violent avec elle, dont moi. Quand je lui disais arrête de dire ça, ça me fait de la peine, puis que je finissais par fesser dans un mur ou genre crier puis dire arrête parce que j'en pouvais plus. Là, j'allais m'excuser en disant je m'excuse, j'ai réagi de façon agressive, j'aurais pas dû faire ça. Elle disait je suis comme une femme battue, tu me frappes, puis après ça, tu viens t'excuser. Fait que puis après ça, tous des commentaires de j'ai jamais pu avoir de chum parce qu'il fallait que je m'occupe de toi, t'as jamais voulu dormir dans ton lit. Une autre partie envahissante, depuis que j'étais petite, elle me faisait dormir dans son lit, puis là, quand elle a voulu faire la transition à ce que je dorme dans mon lit, j'étais rendue trop vieille, puis là, je voulais plus. En plus, je faisais full d'anxiété de séparation, qui était créée par elle, parce que dans le fond, elle voulait pas que je m'en aille loin d'elle. Elle me disait, elle est toujours en train de m'envahir, de
que je pouvais mourir anytime. Elle me racontait tout le temps l'anecdote de j'ai une amie que ses enfants ont été kidnappés à Walt Disney. Puis là, la madame, elle a dit allez chercher vos enfants, allez chercher votre petite fille qui est partie, je vais m'occuper de vos 2 autres enfants. Puis qu'elle a kidnappé les 3 enfants finalement. Puis que genre, ou quand elle conduisait en auto, elle racontait tout le temps j'ai une amie que sa fille, elle conduisait derrière un camion avec des billots de bois, il y a un billot qui s'est détaché, qui est arrivé en plein front, elle est morte sur le coup. Tout le temps des affaires de drame comme ça, puis j'étais terrorisée de tout. Là. J'étais une petite fille extrêmement timorée. J'avais extrêmement beaucoup de respect pour les adultes, pour les parents de mes amis. J'étais super polie. J'étais comme une mini-adulte, là. Mais j'avais peur de tout. J'avais peur de mourir. J'avais peur que ma mère, elle meure. Une fois, au primaire, j'étais allée dormir chez une de mes amies. J'avais pleuré toute la nuit parce que j'imaginais dans ma tête ma mère tout seule à la maison. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, elle fait tellement pitié tout seule à la maison. Ça, c'est ma mère. Mon père, c'était plus dans le cadre de tout ce qui est ignorer mes besoins, tout ce qui est... Il m'amenait à son atelier, il me laissait là, il allait fumer du pot, puis il m'ignorait tout le reste de la soirée, il ne me parlait pas, il venait me chercher chez ma mère, puis on faisait comme 1h30 de trajet, parce que lui, il habitait à Montréal, puis là, il venait me chercher à Sainte-Adèle, puis pendant la 1h30, il parlait pas. Puis quand je lui parlais de mes affaires, parce que j'étais comme, tu sais, je vais parler des choses, à chaque fois que je disais, genre, j'ai réussi à quelque chose, ou tu sais, j'ai eu une bonne note, ou whatever, dirigeait la conversation vers ses affaires à lui, surtout dans le domaine de l'art, quand je me suis mis à vouloir faire des arts de la scène. Chaque fois que je parle de j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé qui est vraiment le fun, j'ai envie d'en parler, ça s'est vraiment bien passé pour moi, je me suis fait dire des bons commentaires, toujours. Si je me suis fait dire des bons commentaires par quelqu'un, il va pas répondre, puis il va retourner la conversation vers lui, vers ses toiles, vers son art à lui, vers ses affaires. Je pensais que j'étais inintéressante parce que la plupart du temps, il m'ignorait. Ça, c'est comme across the board, sauf quand ma belle-mère était là, puis là, il faisait semblant qu'il était le père idéal. Fait que là, il jouait avec moi, puis tout ça. Fait que là, elle a passé sa vie à dire « Je comprends pas pourquoi tu dis que ton père, il t'aime pas. Pourquoi tout ça, parce que c'est tellement un père parfait, il a tout fait pour toi, il te fait tellement des lifts. » Mais dans les faits, ma relation avec lui, ça a toujours été moi, fallait que je l'écoute, moi, fallait que je le valorise sur son art, moi, fallait que je lui dise qu'il était bon, moi, fallait que j'embarque dans le fait qu'il était victime de toutes les circonstances de sa vie, puis que lui était vraiment un génie artistique mal compris, puis que la société n'était pas rendue à le comprendre et tout ça. Il fallait que je le valorise sans arrêt. Il me donnait des cadeaux comme par exemple, quand j'ai commencé les ateliers Daniel Fichot, puis que je parlais que je voulais faire du théâtre, puis là c'était genre, c'est ça que je veux faire, nanana. Il me donnait des pièces de théâtre à ma fête, mais toujours les pièces de théâtre que lui voulait voir, que moi m'intéressais pas. Fait que dans tous les choix de... Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, j'aime pas vraiment ça aller au TNM, j'aime pas ça, voir ce type de théâtre-là. Fait que si tu veux me donner des billets pour aller voir une pièce de théâtre, puis c'était toujours un billet pour lui, un billet pour ma belle-mère, un billet pour moi, les cadeaux. Puis là, j'ai dit, mais j'aimerais mieux à l'usine C parce que j'aime vraiment les trucs qu'ils font à l'usine C, puis c'est plus mon genre et tout. Puis il ne m'a plus jamais donné de billets pour aller au théâtre. Quand j'étais jeune, il me donnait toujours des cadeaux de petits garçons. D'ailleurs, j'ai vraiment une espèce j'ai comme, dans mon inconscient, je considère que j'ai vraiment l'air masculine parce que j'ai compris ça, parce qu'il me donnait toujours des... Puis moi, j'étais très petite fille. Je voulais jouer avec des poupées, des Barbie, des ci, des ça. Puis là, il me donnait tout le temps comme des camions, puis des enfants de même. Il allait toujours, à chaque fois qu'il venait me voir, il fallait qu'il fasse un commentaire négatif sur ce que j'avais fait sur scène. Quand t'as fait ça, quand t'as touché à ta brassière, quand tu devrais pas faire ça sur scène. Jamais de commentaires positifs, sauf « Ah, la dernière fois, t'étais meilleure », ou genre des enfants de même. En secondaire 5, première fois que j'ai fait comme vraiment du théâtre, je suis rentrée en secondaire 5, en tout cas, puis on a fait une grosse pièce de fin d'année en théâtre, puis j'avais quand même un rôle qui avait été un petit peu remarqué par les gens. Puis à la fin de ce show-là, où est-ce que j'étais vraiment fière, le seul commentaire qu'il m'a dit, c'est où tu l'as pris ton costume de serveuse? Et dans cette pièce-là, je ne jouais pas une serveuse. C'est une fille qui me ressemblait pas du tout qui jouait la serveuse. Fait que ça veut dire que genre, toutes des affaires comme ça, par en dessous, des petites piques, que c'était juste moi qui se sentais vraiment affectée émotionnellement par ça. Quand j'ai fini les années Daniel Fichot, encore une fois, on a fait un gros show, il est venu le filmer, puis il l'a filmé, mais il n'a jamais été capable de le mettre sur
un disque dur, apprendre à le compresser, whatever. Fait que il a coupé les scènes de moitié. Fait qu'il a comme saboté ça. Puis quand il est venu me porter à la maison, il m'a pas parlé du tout de tout le trajet. Il a rien dit. Il a pas dit « je suis fière de toi ». Il a pas dit « ah, c'était vraiment bon ». Puis c'est comme, ça me faisait ressentir vraiment une angoisse viscérale, une solitude viscérale. Fait que dans le fond, avec mon père, c'était toujours, je travaillais à avoir son approbation, je travaillais à, tu sais, d'ailleurs, j'ai fait mes études au cégep en arts visuels parce que je voulais parler avec lui des arts visuels, je voulais avoir des compétences puis des skills là-dedans, mais il fallait pas que je le dépasse, fait que je sabotais tout le temps un peu mes travaux de fin de session, de whatever. Puis les profs étaient un peu confus parce qu'ils étaient comme, ok, on sait que tu es capable de faire mieux que ça, genre comme, pourquoi c'est ça que tu remets? Je remettais pas mes travaux, j'allais plus à mes cours, j'ai vraiment saboté mon cégep. Il manipulait aussi beaucoup avec la triangulation, c'est-à-dire que à chaque fois que je disais quelque chose devant les gens pour le remettre à sa place ou pour lui renvoyer une mauvaise image de lui-même, parce que mes deux parents, c'était dans la zone de « ils sont meilleurs que tout le monde ». Ma mère était meilleure que tout le monde. Les gens savent pas nettoyer la maison, les gens savent pas décorer, les gens savent pas s'habiller, les gens savent pas se maquiller. C'était tout dans ce realm-là de un peu... tu sais, tout ça. Puis mon père, c'était beaucoup... je sais pas, c'était tout le temps... Les gens qui font de l'argent, c'est parce que c'est des crottés. Les gens qui parlent d'eux, les gens qui ont du succès ou qui ont du charisme, ils se prennent pour d'autres personnes. Puis ils utilisaient, quand je disais des choses devant les gens, genre, on parlait des carrés rouges, on parlait de la grève, puis j'étais comme, ben tu sais, toi, t'as fait 3 bacs, mais quand t'as eu fini tes études, t'as fait... Fait que si, par exemple, fait que là, j'avais dit ça devant mon oncle, puis devant ma belle-mère, qui savait sûrement, mais tu sais, toi, t'as fait faillite quand t'as eu fini tes études, maintenant, on peut plus faire ça, donc c'est pour ça, tu sais, j'essayais d'expliquer pourquoi les gens étaient comme, les études, ça coûte cher, nanana, parce que lui, il était comme, il dénigrait ça, il était comme, oh, les carrés rouges. Fait que là, je disais ça, je dis, toi, à l'époque, t'as fait ça, fait que t'as commencé ta vie, t'avais pas de dette, mais maintenant, les gens, ils font des études, puis après ça, ils commencent leur vie, puis ils sont vraiment endettés, puis c'est comme, c'est une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, tout ça, surtout si tu fais un métier artistique où est-ce que tu vas pas nécessairement faire de l'argent, tout ça. Puis après cette soirée-là, il m'avait écrit pour dire, t'as tellement fait de la peine à ta belle-mère. C'était toujours ça, c'était toujours de dire, ah, quand t'as dit ça, t'as tellement fait de la peine à ta belle-mère, que je sais même pas si c'est vrai. Peut-être qu'elle a dit un commentaire parce que c'est ça. Ma belle-mère, elle était super adéquate. Elle me mettait vraiment dans une position de sécurité. Elle me donnait toujours des cadeaux, des affaires. Parce que mes deux parents, ils donnaient toujours des affaires que je voulais pas. À part ma mère, quand j'étais jeune, elle me donnait beaucoup des cadeaux que c'était comme vraiment l'affaire que je voulais. Mais après ça, une fois adolescente, c'était toujours des affaires qu'elle voulait, mais qu'elle n'osait pas s'acheter. Fait que là, elle me les donnait à moi. Puis là, j'en voulais pas, je les utilisais pas. Puis là, elle finissait par elle les utiliser. C'était tout le temps un peu dans cette affaire-là. Fait que par rapport aux cadeaux, puis par rapport à offrir quelque chose à quelqu'un, je me sentais jamais entendue, je me sentais jamais vue, je me sentais jamais respectée, sauf par ma belle-mère qui faisait des pieds et des mains pour aller chercher exactement qu'est-ce que j'avais demandé aux gens. De dire, une fois j'avais dit, ah j'aime ça ces biscuits-là, c'est sûr qu'après ça, elle va toujours me les acheter. Puis ça, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour elle, puis beaucoup de respect parce que c'était pas ma mère, puis elle avait mes petites culottes, puis tout ça. Puis mon père, il me manipulait beaucoup en disant, là t'es pas fine avec elle, tu lui dis pas assez merci, là t'es pas poli avec elle, blablabla. Mais c'était toujours des affaires que c'était comme, quand j'étais jeune, c'était pas à moi de dire merci, de t'occuper de moi. C'était à lui de la remercier parce que c'était lui le parent. Puis elle faisait ce que lui faisait pas. Donc c'était à lui de la remercier. Mais il mettait ça sur moi, comme si c'était moi qui devais. Puis elle, après ça, c'est comme si elle m'a un petit peu éduquée en me sacrifiant pour les autres. Un peu en me montrant qu'elle, c'est ça qu'elle faisait, mais aussi en étant dans le discours complètement il faut que tu t'occupes de ton père, il faut que tu répondes à ses appels. Parce que mon père, c'est toujours, il veut m'appeler, puis il veut absolument que quand il m'appelle, il faut que je lâche tout ce que je fais pour répondre. Puis après ça, mes deux parents font la même affaire. Si je leur parle au téléphone, ils vont me parler que de leurs affaires. Ils vont me dire comment ça va, ils vont m'écouter à moitié. Puis après ça, ils vont rediriger la conversation vers eux.
Ils vont me dire juste les affaires qu'il faut qu'ils disent pour que si je raconte la conversation à quelqu'un d'autre, on dirait que la personne elle soit comme ben oui, il a fait les bonnes affaires, il t'a quand même demandé comment t'allais. Mais sauf qu'ils vont me faire sentir qu'ils n'écoutent pas tout ce qui est par rapport à moi, ma personne, mon identité, mon unicité, ce qui est différent d'eux, ça passe pas. Il faut que je sois, mon père, il faut que je sois absolument une artiste qui réussit pas. Sinon, il coupe toutes les vivres et il arrête de me donner les miettes d'attention qu'il me donnait. Il va encore plus, genre, s'éloigner. Si je lui fais des critiques, il va, genre, arrêter de me parler pendant je sais pas combien de temps. C'est quand même assez flagrant, là, quand j'étais adolescente. À un moment donné, j'ai voulu, genre, comprendre. Fait que j'écrivais des lettres, puis après ça, en lui disant, j'aime pas ça quand tu fais ça. Quand j'étais plus jeune, au primaire, il m'amenait souvent chez son dealer de drogue. Il fumait tout le temps du pot en ma présence. Moitié du temps, il venait me chercher, il venait me porter chez ma mère, il était complètement gelé et sous. Il y avait beaucoup de toxicomanie de part et d'autre de mes deux parents. Ma mère, ça a toujours été « Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec ça. » Elle fume du pot à tous les jours. Quand elle boit jusqu'à temps que, genre, elle va être malade. Ah oui, une affaire que j'ai oublié de dire avec ma mère aussi. Il y a beaucoup de discours, beaucoup de... Tout ce qui a mal été dans sa vie, c'est tout le temps relié à des ennuis de santé. Puis ce qui est très étrange pour moi, c'est qu'elle raconte aujourd'hui, genre par exemple à mon chum, à quel point quand elle m'a élevée, c'était difficile pour moi parce qu'elle pense que j'ai arrêté d'y parler à cause de ses ennuis de santé. Mais ces ennuis de santé que pour moi, ils n'ont jamais existé. C'est très étrange. Je ne sais pas si c'est qu'elle les cachait ou qu'ils n'ont juste jamais existé, mais elle dit qu'elle se levait la nuit pour vomir. Là, elle a eu un chien à un moment donné, puis là, elle disait « Oh, mon chien est devenu fou parce qu'il me voyait tout le temps vomir, puis genre, j'allais pas bien physiquement, puis elle a genre des problèmes avec son intestin, elle a comme une maladie qui est genre, les parois de son intestin sont opaques, fait que tout ce qui sort d'elle est toujours liquide. Elle avait une épine de le noir, non, ça c'est pas dans le pied, en tout cas, elle avait une affaire qu'elle devait aller voir un ostéopathe dans le cou, parce qu'elle avait des migraines, puis là, ça la faisait vomir. C'est toujours une affaire avec le vomi. Toujours vomir. Toujours, là, j'étais en train de vomir, mais je me rappelle pas, en grandissant, que j'étais affectée par ses ennuis de santé. Je me rappelle que j'étais affectée par ses dépressions, parce que quand elle se faisait mettre dehors, après ça, elle était en dépression, puis elle vivait en robe de chambre, puis je m'en rendais pas compte. Ça faisait tellement partie de mon quotidien que je savais pas, j'avais plein d'angoisses comme ça, pris à l'intérieur de moi, que je savais pas où adresser, où est-ce que c'était comme mon monde peut s'écrouler à n'importe quel moment. Puis j'avais une amie au secondaire qui était venue chez moi, parce que elle voulait que je prête un chandail, fait qu'elle était venue chez moi pour que je donne le chandail. Puis elle avait vu ma mère, puis après ça, elle avait ri de ma mère devant tout le monde à l'école. Elle était comme « Ah, la mère à Laurence est en robe de chambre. » Puis elle était stockée devant la télévision, puis la télévision était toujours genre super importante chez nous. Premièrement, elle roulait sans arrêt. Puis moi, quand j'étais tout seul, j'allumais la télévision, mais je faisais d'autres affaires, mais il fallait tout le temps qu'il y ait de la télévision ou de la musique qui roulait. Puis après ça, quand j'ai pu avoir des écouteurs, c'était tout le temps, j'écoutais mes écouteurs, puis je voulais genre rien savoir de ma mère, je voulais être dans ma bulle, puis je voulais... Puis ça m'accompagne aujourd'hui, c'est en gros une grosse partie de mon addiction, mais c'était beaucoup relié au sentiment de la mettre à distance, d'être envahie, puis la solitude que je ressentais de rentrer dans une maison vide au primaire. Tu sais, au primaire, rentrer dans une maison vide quand t'es en genre 3e année, c'est très épeurant. Fait que, il y avait ça, puis, fait que c'est ça. Fait que mon père, en gros, il est très égocentrique. Toujours revirer la conversation vers lui, toujours ramener les affaires vers lui. Tu sais, si, admettons, on fait un souper, puis que là, mon ancienne belle-mère, elle va toujours soit payer, soit apporter la moitié des choses, soit s'arranger pour que ça soit facile à faire, pour pas que j'ai de vaisselle à faire, pour pas que j'ai rien. Elle va toujours coordonner, arranger les affaires. Tu sais, en gros, c'est comme une mère pour lui. Ils sont plus ensemble aujourd'hui. Puis ça aussi, ça m'a fait des gros traumas parce que à un moment donné, sans me le dire, il était plus avec elle. Puis là, il commençait à venir chez moi parce que quand j'étais adolescente, ben, dans ma vingtaine à peu près, il a déménagé en Gaspésie. Puis là, je le voyais 1 fois par année, 2 fois par année max. Puis des fois, il arrivait chez moi avec d'autres madames, genre des blondes qui s'étaient faites là-bas, sans me dire qu'il était plus avec ma belle-mère.
Puis là, il y a eu des moments où est-ce que je parlais, parce qu'on voyait quand même ma belle-mère, parce que quand il venait en ville, il dormait chez elle. Fait que là, tout ça, c'était très confusant pour moi. Puis moi, je devais être le protecteur de tous ses secrets. Fait que moi, j'étais élevée en étant comme, il faut que, genre, je sois la première ligne de défense entre lui et la perception que les gens pouvaient avoir de lui. Fait qu'il fallait pas que je le dise, il fallait pas que j'en parle. Tout ce qui était pas correct, si je le nommais, j'étais genre vraiment shut down. J'étais vraiment comme... Là, il allait soit être super... Lui, c'était tout le temps dans la fuite, là, il allait se retirer, il allait plus m'appeler. Il y a des fois où j'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 1 an et demi parce que j'avais dit quelque chose qui protégeait pas ses secrets, finalement. Puis là, une fois, il était venu avec une femme. Puis j'étais tout le temps angoissée quand il descendait en ville parce que je savais jamais il allait arriver chez moi avec quelle femme. Puis je voulais tout le temps que ce soit ma belle-mère parce que c'est elle que j'aime. J'étais attachée à elle. Puis elle était adéquate. Les autres madames, c'était un petit peu des madames qui se faisaient manipuler. Puis c'était un peu triste pour moi parce que j'étais comme, tu sais, ils se font tellement manipuler puis ils se font mentir en pleine face. Puis genre, je voulais pas faire partie de ça. Puis là, on est allé au restaurant, puis là, la fois d'après, j'avais dit à ma belle-mère, te rappelles-tu quand on est allé au restaurant chinois, puis que là, le serveur, il avait fait ça, c'était tellement drôle, puis elle avait dit, c'est pas moi qui étais là cette fois-là. Puis là, j'avais compris qu'elle savait qu'il y avait d'autres personnes. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai exigé à mon père de plus jamais voir les autres personnes, de plus jamais voir les autres femmes, je ne veux pas en entendre parler. Là, il y a une blonde depuis longtemps, il habite en Beauce, il habite avec elle, puis tout ça. Puis genre, quand il vient à Montréal voir Simone, il n'a pas le droit de venir avec elle, je veux pas en entendre parler. Tu sais, j'ai mis ça très très clair. Puis les gens sont comme, mais t'es immature, tu sais, c'est la nouvelle blonde de ton père, tu devrais l'accepter. Puis, mais les gens comprennent pas tout l'historique que ça a, puis ce que ça représente pour moi. Puis genre, le fait que moi, j'avais besoin dans ma vie que ma fille connaisse cette femme-là qui m'a, tu sais, puis que ça soit comme une genre de grand-mère pour elle. Puis il a fallu que je pousse tout le monde dans cette direction-là. Puis aujourd'hui, c'est ça qui arrive. Quand mon père vient à Montréal, il va chercher mon ancienne belle-mère, ils viennent ensemble, on soupe ensemble. Puis tu sais, ils sont plus ensemble, ils sont juste des amis, mais... Puis elle est super proche de ma fille, puis tout ça, mais elle accepte ça seulement si c'est mon père qui va la chercher, qui organise, puis il faut pas que genre je sois plus proche d'elle que de mon père, parce que sinon elle veut pas ça. Fait que ça, c'est en gros, c'est un petit peu par rapport à leur personnalité qui était comme... C'est sûr que c'est difficile de dire que c'est pas qu'ils sont pas narcissiques parce qu'ils sont super comme grandioses, puis surtout ma mère. Ma mère est vraiment flamboyante, mais en même temps, elle se positionne tout le temps victime. Fait qu'ils sont... Puis mon père est toujours la victime, mais comme il va utiliser les gens pour lui donner une bonne image de lui-même, quand dans le fond tout le monde sait qu'il est vraiment insécure et tout ça. Fait que tout ça a eu des résultats que j'ai compris dans mon éducation, que moi je devais servir les autres. Je pensais vraiment longtemps que j'étais folle, que j'étais trop émotionnelle, que jusqu'à temps que je me mette à faire du théâtre, puis que là, tout mon côté émotionnel soit vraiment utile, puis soit même impressionnant. Puis là, je suis passée en 2e audition dans les écoles de théâtre parce que j'étais capable d'aller chercher vraiment des grosses émotions fortes. Puis là, c'était vraiment valorisé. J'ai passé beaucoup de temps à pas faire ce que je devais faire pour moi, pour avoir l'attention de mon père, faire mes études au cégep en art visuel parce que je voulais l'impressionner. Puis aussi, être toujours à un cheveu d'obtenir ce que je veux, mais me saboter à la dernière minute parce que j'avais extrêmement peur de perdre l'amour puis l'affection de mon père parce que je sentais intrinsèquement qu'il fallait pas que je le dépasse. Mes troubles alimentaires qui m'ont accompagnée toute ma vie étaient causés par le fait que ma mère me faisait tout le temps des commentaires sur mon poids, mon apparence, puis à quel point mon poids était un problème pour moi. Elle disait toujours ça, ton poids est tellement un problème pour toi, t'en parles tout le temps, t'es tout le temps là-dedans. Quand j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires pour qu'elle arrête de me faire des commentaires parce que ça me rendait ça me rendait en détresse émotionnelle. Je suis pas capable d'exprimer ma colère de façon saine. Fait que j'ai des épisodes vraiment de rage, où je lance des affaires, où j'ai des épisodes de violence. Quand je suis triste, je m'isole. Puis je choisis mal les gens qui m'entourent, c'est-à-dire que j'ai toujours choisi un peu des gens...
j'avais deux façons d'entrer en relation avec les gens. Soit des gens qui allaient jamais m'apporter ce que j'avais besoin dans la relation, puis que là, je passais mon temps à donner, servir, émotionnellement, là, psychologiquement, puis de me placer dans une position où est-ce que c'est toujours l'autre personne qui parle de ses affaires. Moi, je suis toujours là pour répondre au téléphone, je suis toujours là pour écouter la personne, je suis toujours là pour l'aider. Puis ça me revient jamais, genre. Puis on me fait sentir que je suis pas correcte. T'sais, on me critique beaucoup. J'avais beaucoup des amis qui étaient extrêmement critiques dans mes façons de faire les choses, toujours en train de me donner des petits points, puis j'étais pas capable de me défendre. Puis mon autre façon de rentrer en relation, c'était d'avoir des gens que je leur... mais ça, j'en ai déjà parlé, mais que je les mettais sur un piédestal, puis je les envahissais d'une espèce de mission d'être mon parent adéquat, ou d'être mon ami qui va être, genre, qui va remplacer ma famille, ou d'être telle personne, tu sais. Puis là, je choisissais des gens comme ça, puis je les envahissais d'une mission que je leur disais pas, puis c'était pas verbalisé. Puis après ça, j'étais pas tout à fait dans la réalité de la relation, mais j'étais comme dans un peu tout le temps la déception que la personne m'apportait pas ce que je voulais. Moi, j'avais extrêmement peur de perdre les gens, puis d'un autre côté, je coupais les... Tu sais, je me faisais des amis un peu toxiques, puis là, je coupais les ponts. Puis là, j'étais comme en merde, tu sais, je me suis encore mis dans ce genre de relation-là. Beaucoup des relations qui ressemblaient avec celles de ma mère, puis qui me rendaient vraiment, vraiment malheureuse. Puis, tu sais, une difficulté de m'assumer dans le sens de dire à quelqu'un, ça m'a fait de la peine quand tu me dis ça, j'ai pas aimé ça. Puis, toujours camoufler mon espèce d'hypersensibilité parce que ma mère, elle a passé sa vie à dire que j'étais sapoulée, mon père il disait que j'avais trop d'émotions, que c'était pas normal, j'étais pas fonctionnelle parce que j'étais trop dramatique, puis blablabla, puis c'était à cause de ça. Tu sais, mes deux parents, c'est toujours à cause de moi que je réussissais pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire, puis là, mon père a dit, genre, à un moment donné, il a dit, quand ça faisait comme 6 ans, je pense que je faisais de la thérapie, puis je commençais à aller mieux à cause de ma thérapie, ma première thérapeute. Il avait dit devant tout le monde, genre, ah, Laurent, ça va vraiment mieux depuis qu'elle a sa compagnie de théâtre, parce que j'avais comme un collectif, puis tout ça, puis j'étais comme, non, je vais mieux parce que j'ai fait beaucoup de thérapie, puis il était comme, ça c'est ton interprétation, tu peux penser ce que tu veux. Toujours un peu dénigrant, un petit peu condescendant, un petit peu. Une fois, il avait dit à un souper avec toute sa famille, genre, te rappelles-tu quand t'étais adolescente, puis tu mangeais juste des peanuts? Puis il parlait il parlait de moi, adolescente, qui était anorexique dans le tapis, genre. Puis il riait de ça, tu sais. Puis je disais rien. Tu sais, je dis rien dans ces moments-là, puis ça me prend tellement au dépourvu, puis je suis comme, oh mon Dieu, genre... Mais la fois de la psychologue, oui, j'avais dit non, c'est à cause de ma thérapie, puis il y avait, tu sais, il me remet tout le temps ça un peu d'en face, comme... Puis une fois, ma thérapeute m'avait dit, genre, que j'étais une bonne... Elle a dit, je sais que je suis pas supposée te dire ça, mais je trouve que t'es une bonne patiente de thérapie. Puis ça m'avait valorisée. Puis je pense que c'était un peu ça le travail qu'elle faisait avec moi, c'était essayer de se positionner genre dans un espèce de parent adéquat, puis de me donner la valorisation que j'avais manqué beaucoup, puis de reconnaissance, puis d'être écoutée, puis tout ça. Puis j'avais dit ça à mon père, puis il était comme, non, elle est vraiment pas supposée te dire ça. Ça, c'est très illégal. En tout cas. Mais... puis ma mère, elle a été en centre de crise beaucoup, elle a fait des tentatives de suicide, elle s'est rentrée en centre de crise, puis elle disait toujours que les thérapeutes disaient d'elle qu'elle était quelqu'un de très calme et d'équilibré. Puis elle allait voir, genre, mettons, des diseuses de Bonaventure qui faisaient des cartes du ciel, puis là, elle revenait, puis elle était allée pour elle, puis elle revenait, puis elle était comme, ah, la fille de carte de ciel, elle a fait ta carte du ciel, puis toi, tu vas vraiment avoir elle a dit que tu allais vraiment avoir des problèmes dans ta carrière, puis de te faire un chum. C'était toujours genre des affaires comme ça. Puis après ça, j'étais comme, mais moi, je l'ai pas fait ma carte du ciel parce que ça m'intéresse pas l'astrologie. Puis je veux rien savoir de ça parce que j'ai peur de me faire dire ces affaires-là. Puis là, elle me disait ça. Puis là, ça me roulait en boucle dans la tête. Toujours des commentaires comme ça pour me faire sentir vraiment insécure. Fait que, en gros, c'est ça. C'est It's a lot. Je sais que c'est une vidéo longue. Je sais que c'est beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez des commentaires. J'aimerais ça savoir si vous trouvez que c'est clair, qu'est-ce qui était ordinaire là-dedans. C'est-à-dire, à quel point tout ça était comme invisible pour la plupart des gens. Puis, à quel point c'était isolant de vivre ça tout seul.
c'est comme si je suis sortie de mon enfance avec ma mère puis mes parents dans l'impression d'avoir été dans une secte, parce que c'est comme si il y avait une figure d'autorité, genre charismatique, qui était soit mon père, soit ma mère, qui m'envahissait d'un espèce de système de pensée puis de croyance, puis qui par le contrôle émotionnel, me mettait dans une espèce de servitude. Donc, je devais servir mes parents émotionnellement, je devais servir mes parents pour répondre à leurs besoins, pour être là pour eux, pour les écouter, pour les rassurer, pour les nanana. Puis il n'y avait rien qui revenait de l'autre bord, sauf des petites, genre, miettes qui pouvaient être enlevées anytime si je faisais pas ce qu'ils voulaient. Puis comme des fois, quand j'écoute des histoires de sectes, puis des podcasts sur les sectes, puis des documentaires sur les sectes, je suis comme, il y a quelque chose de très similaire avec ça, parce que les gens autour de moi voyaient pas ça. C'était vraiment que psychologique. C'était vraiment à un niveau extrêmement psychologique. Alors c'est pour ça que je pense que j'ai développé une espèce d'obsession pour la psychologie humaine, puis de savoir comment que les pensées, puis tout ça je sais pas comment dire, mais comme expliquer tout ça. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer de comprendre mes parents par la psychologie, puis essayer de comprendre les mécanismes psychologiques que j'avais ressentis mais que je n'étais pas capable de mettre en mots, pour m'aider à genre être capable d'aller en thérapie puis de les mettre en mots. Puis quand je suis arrivée dans le bureau de mon thérapeute présentement, on dirait que c'est comme si c'était tellement soulageant de faire qu'il a tout compris. Il a tout compris puis il a reconnu ça pour ce que c'était, c'est-à-dire du trauma. C'est du trauma à tous les jours quotidiens. C'est un ensemble de micro-agressions. C'est un ensemble d'atteintes à mon sentiment de soi. Genre, c'est une atteinte à mon intégrité émotionnelle, psychologique, quotidienne, qui faisait en sorte que c'était vraiment difficile de sortir de là. C'était comme tu sais, parce que beaucoup de temps dans ma vie, j'étais comme, je vais les comprendre, comme ça, je vais pouvoir les changer. Ça, il y a eu toute cette phase-là. J'essayais vraiment fortement de les changer. Après ça, il y a eu toute la phase de deuil, d'acceptation de « ils vont jamais changer ». Puis j'aurai jamais l'amour, puis la valorisation, puis que j'ai besoin. Il y a eu beaucoup de ça. Puis après ça, il y a eu toute la période de deuil, de faire comme « c'est ça ma vie ». Puis là, maintenant, il faut que je sois un adulte, puis que je m'occupe de ma fille, puis que je sois en relation avec mon chum, puis qu'il me manque plein de bases, de trucs, Tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, je savais même pas comment faire la vaisselle, là. Tu sais, je mettais tellement de savon parce que personne m'avait montré comment faire la vaisselle et comment faire le lavage. Même encore aujourd'hui, mon chum est comme... Mais comment ça, tu sais pas que quand tu mets du savon en poudre dans la laveuse, faut que tu mettes de l'eau dans la laveuse, tu mets de la poudre dedans, tu brasses, après ça, tu mets le linge. Moi, je mettais le linge, la poudre, puis l'eau. Il y a plein d'affaires de même que je suis comme... C'est parce que j'ai été élevée avec les loups, c'est parce que c'est comme... C'est pas ça, tu sais, on m'a pas jamais préparé pour la vie. Non seulement ça, tout ce qu'on m'a préparé, c'est à servir les autres, à écouter, puis à avoir de l'empathie pour eux, puis à être sûr de tout faire en sorte pour pas qu'eux se sentent mal dans leur peau, puis préserver leur image très, très grandiose d'eux-mêmes, puis de préserver l'apparence que c'est des bonnes personnes, que c'est des bons parents. Ma mère, elle a toujours passé sa vie à dire à tout le monde, à n'importe qui voulait l'entendre, la femme à la pharmacie. Ah, mais moi, tu sais, je suis tellement maternelle. T'sais, elle avait dit, ah, la femme de la carte du ciel a dit, toi, tu pouvais pas avoir 2 enfants parce que t'étais trop maternelle. Mais tu sais, il y avait rien de maternel dans ma mère. Tu sais, elle m'a coupé les ailes complètement. Mes 2 parents, c'était genre, je n'avais pas le droit d'exister pour moi-même, je n'avais pas le droit de réussir, je n'avais pas le droit d'être heureuse. Puis mon ancienne petite me disait, non, mais tes parents, ils veulent ton bonheur, c'est juste... Mais c'est pas vrai.
c'est pas ça que je ressentais. C'est pas ça que, quand je raconte tout ça, ça montre pas un portrait de deux personnes qui élèvent un enfant dans l'optique que cet enfant-là ait tout ce qu'il faut pour grandir. Puis c'est là où mon irritation avec on a fait notre possible, parce que c'est ça que mes parents ont passé leur vie à dire, oui, mais on a fait notre possible, c'était tellement... Ma mère a passé son temps à dire, c'était tellement difficile d'élever, t'étais tellement difficile à élever. Mais quand on était avec d'autres gens, devant d'autres gens, elle disait toujours, ma fille c'est un ange. Tu sais, quand les parents étaient comme, ah, votre fille est tellement bien élevée, tellement polie, ah oui, je le sais, c'est un ange. Devant les professeurs, ah oui, c'est un ange, ma fille, je sais, elle est toute parfaite, moi j'ai rien eu à faire. Puis on écoutait les Gilmore Girls ensemble, puis elle reflétait tout le temps qu'elle était comme, que j'étais Rory, puis qu'elle était Lorelai. Puis ça m'a quand même affectée psychologiquement, ça, parce que ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que j'étais autant obsédée par les Gilmore Girls, puis certaines émissions. Puis pourquoi j'étais autant obsédée par ces émissions-là particulièrement, c'est à cause de ce qui m'avait manqué. Fait que les Gilmore Girls, c'était, j'aurais aimé ça avoir une mère comme ça, puis j'ai pas senti que j'avais une mère comme ça. Puis elle me vendait l'idée, puis c'est là où le truc sectaire, c'est qu'elle me vendait l'idée qu'elle était cette mère-là. Elle me vendait l'idée qu'elle était la mère fun, la mère jeune, la mère qui est pas comme les autres mères, qui fait les affaires à sa manière, qui est très, très... Mais l'affaire, c'est que dans les Gilmore Girls, la mère, elle écoute sa fille, elle écoute les besoins de sa fille, elle est là pour elle, puis ils ont une vie très stable, qui est différente de la vie qu'elle a vécue. Ma mère, au final, dans les Gilmore Girls, le personnage à qui elle ressemble le plus, c'est la grand-mère. Premièrement, elle lui ressemble physiquement. Deuxièmement, c'était ça. C'était, je vivais avec un espèce de tyran qui était comme, c'est comme ça que la vie c'est supposé de se passer. Puis je m'en fous de comment que les autres y vivent, je m'en fous de comment que toi tu veux vivre, je m'en fous de tes besoins, je m'en fous de tout. Faut suivre les règles de c'est de même ça marche. Puis c'était super, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai passé une époque à réécouter les Gilmore Girls quand j'étais rendue plus loin dans ma thérapie, ma première thérapie, puis j'étais comme, ah finalement, c'est moi Lorelai, puis ma mère c'est la grand-mère. Puis j'étais comme, je veux-tu avoir une fille qui va être comme Rory? En tout cas, mais tout ça c'est important pour moi. Les émissions de télévision c'est important pour moi. That's 70 Show c'était important pour moi parce que c'était comme la famille stable, qui réunit tout le monde. Tu sais, comme moi, je me sentais comme high dans That 70 Show. Là, je me sentais comme je vais être adoptée par une famille rationnelle, stable, une bonne famille avec des bonnes valeurs. Puis je vais avoir comme ça la protection que j'ai besoin. Après ça a été l'obsession de Friends, parce que là, c'était comme, dans ma vingtaine, c'était genre, je vais me créer un ensemble, une communauté d'amis qui vont faire office de la famille que j'ai pas eue. Puis dans le fond, j'étais allée me créer un ensemble d'amis que j'étais allée choisir, qui étaient la plupart un peu similaires à mes parents, qui étaient comme des espèces de victimes de leur vie, qui voulaient pas s'en sortir. Puis là, je passais mon temps à essayer de les aider, puis d'être comme, non, mais on est traumatisés, toute la gang, puis ensemble, on peut s'aider à se relever, puis tout ça. Puis finalement, ils étaient jamais là pour moi, puis tout ça. Puis là, ça a été super décevant, mais moi, je voulais un ensemble d'amis qui allaient faire office de famille. Parce que pour moi, Friends, c'était ça. C'était la nouvelle famille. Tu sais, c'est la nouvelle famille que tu te crées, c'est tes amis. Fait qu'il y a eu beaucoup de... Après ça, il y a eu la série Girls, qui... Parce que la télé, ça a toujours été important pour moi. C'était comme une façon par l'imaginaire, par une espèce de fantasy où je pouvais accéder à le monde comme j'aurais voulu qu'il soit. Puis c'était très important, la télé. C'était omniprésent chez nous. Puis c'est comme, il y avait des choses qui étaient vraiment coulées dans le béton, genre telle journée on écoutait telle émission, tout ça. Puis c'est resté. C'est ça, je voulais dire. Girls, ça a été, après ça, ça a été dans ma mi-trentaine, parce que je l'ai écouté tard, là, Girls. Mais ça a été genre la déception que ma carrière s'est pas passée comme je voulais, que être un artiste, ça ressemblait pas à ce que je voulais. Puis la déception de tout, c'était ça. Fait que je me suis accrochée à Girls. Après ça, quand j'étais enceinte, je me suis accrochée à Jersey Shore, parce que là, c'était
Ma mère vient d'un milieu extrêmement dirt poor. Sa famille, c'est ça. Puis nous, on a toujours eu... Ma mère a toujours acheté des belles voitures, on a toujours eu des beaux vêtements, ça a toujours été très beau chez nous avec des meubles antiques. Puis elle était très obsédée avec le old money esthétique. Puis and all be all, parce que c'était comme je reconnectais avec une partie de la honte que j'ai vécue toute ma vie, c'est de camoufler ça de où je venais. Le dirt poor. Mais ce sera un sujet pour une autre fois. Fait que je pense que je vais rapper la vidéo là parce que c'est incroyablement long. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ok, bye!